Bonsoir à tous. Je vais me lever pour commencer, ça me donne une meilleure énergie. Je vous remercie tous de participer à la table média. Les femmes ne veulent plus jouer les remplaçantes. Merci Florence Dauchez. Merci Roch-Olivier Mestre. Merci Justine Planchon. Merci Sybille Veil et merci Sylvie Pierre Brossolette. Moi, je me présente, je suis Catherine Rambert. Je suis journaliste et écrivaine. Et je représente ce soir l'association PFDM, qui est l'association pour les femmes dans les médias. Et je vais très rapidement faire une petite keynote sur cette association. Alors, en principe, les keynotes, c'est très spectaculaire. On a un écran qui s'anime, la salle est dans le noir, il y a plein d'effets spéciaux. On a trouvé ça très démodé. Et je vais faire quelque chose de beaucoup plus simple pour vous présenter l'association PFDM. Nous sommes la première association de femmes dirigeantes dans les médias, de femmes dirigeantes et influentes. PFDM est présidée par Laurence Bachmann, directrice générale du groupe Tel France. Et nous avons pour objectif de faire avancer la place des femmes dans les médias, aussi bien dans les hiérarchies que sur les antennes. Nous sommes 150 femmes dirigeantes réunies au sein de cette association. Alors, très rapidement, comment se déploient nos actions? Nous avons une présence dans tous les festivals, avec des tables rondes, des prix et des rencontres professionnelles. Nous sommes notamment présentes au Festival de la Fiction, au FIPADOC, Sérimania, le Festival de Luchon et Cannes Série. Nous remettons des prix. Nous avons récemment couronné un prix dont nous sommes très fiers. C'est un documentaire qui s'appelle « L'État du Texas contre Mélissa » de Sabrina Van Tassel. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Il est remarquable. Et nous sommes très fiers de l'avoir découvert en premier parce que c'est nous qui lui avons remis son premier prix. Et par ailleurs, grâce à ce documentaire et à la mobilisation qu'il a suscité, eh bien, l'État du Texas a suspendu l'exécution de Mélissa Lucio, qui était injustement accusée d'avoir tué un de ses enfants. Nous sommes également présentes dans toutes les rencontres institutionnelles qui parlent de la parité, à ONU Femmes, le think tank Marie-Claire Agir pour l'égalité, le club de la presse et bien sûr ici Women for Future. Et je précise qu'une de nos membres, Françoise Marchetti, est membre de la commission parité du HCE. Mes feuilles s'envolent, je vais les poser tout de suite. Voilà. Donc une de nos membres est membre également du HCE. Nous faisons aussi une action très forte pour faire signer des chartes aux groupes audiovisuels pour les engager pour la parité. Nous avons fait signer il y a 2 ans, en 2019 et 2020, une charte contre le harcèlement qui a été signée par tous les médias français. Et récemment, au mois de mars 2022, en présence de la ministre Roselyne Bachelot, d'Elisabeth Moreno, nous avons fait signer au ministère de la Culture une charte parité mode d'emploi à 50 médias français. Et je vous annonce qu'il y aura une nouvelle salve de signatures en septembre, car ceux qui n'ont pas signé toque à la porte pour la signer. 4e axe de notre action, nous collaborons avec différents partenaires tels que l'INA pour réaliser des études sur la place des femmes dans les médias. Des études récentes ont été faites sur la place des femmes dans les fictions diffusées en télé et également la composition des équipes de tournage pour des séries et téléfilms en prime time. Les chiffres sont assez édifiants, je vous en dirai un mot tout à l'heure. Et je finis. J'en ai fini bientôt avec la présentation de PFDM. Nous avons aussi un programme très ambitieux de mentoring. Chaque année, nous accompagnons, c'est la 3e promotion, nous accompagnons une vingtaine de femmes de médias pour les aider dans leur carrière. Et elles sont épaulées par des femmes de PFDM, des femmes reconnues des médias. Voilà, c'est la 3e promo. Donc, si vous avez envie de postuler, eh bien, c'est le moment. Tout est ouvert. Et je finis enfin. Après avoir énuméré les actions, je vais énumérer rapidement les membres du bureau. Quand je vous dis que nous sommes des dirigeantes, je ne vous mens pas. Il y a donc Laurence Bachmann, notre présidente, qui est directrice générale du groupe Tel France. Françoise Marchetti, qui est la secrétaire générale et la directrice générale du groupe Spica. Anaïs Bouton est journaliste à RTL et Paris Première. Hélène Etsy est présidente de The Walt Disney Company. Léonore Grand-Cyr, je ne peux pas le dire encore, mais elle va rejoindre comme directrice générale un grand groupe de production leader en Europe. Sylvie de la Rochefoucauld est présidente de l'agence 0,
Aline Marache, directrice des contenus audiovisuels et cinéma chez Universal Music. Moi-même, Catherine Rambert, journaliste et écrivain. Laetitia Requette, qui est directrice générale de Robin & Co. Et enfin, Catherine Chauffeur, qui est directrice générale de Paris Première et Teva. Voilà pour la team PFDM. Merci de m'avoir écouté. Et nous pouvons donc commencer notre débat. Je vais caler tout ça et prendre mes feuilles tout de suite. Eh bien, on va commencer à entrer dans le vif du sujet. Les femmes dans les médias, ça progresse, mais on est encore loin du compte, je crois. Et je vais demander à Roch Olivier Mestre, président de l'ARCOM, de nous faire peut-être un premier bilan, un état des lieux en quelques chiffres. Et puis ensuite, je demanderai à Sylvie Pierre Brossolette du HCE de compléter avec ses chiffres à elle aussi. Nous vous écoutons. Roch Olivier. D'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis très heureux de partager ce moment avec vous sur une question qui tient très à cœur, et déjà depuis plusieurs années, Sylvie Pierre Brossolette le sait, de la régulation. Parce que la régulation audiovisuelle, c'est beaucoup de domaines différents, mais c'est notamment une régulation qui a une dimension sociétale très importante. C'est une particularité de la régulation française, c'est de considérer que les médias ont vocation, bien sûr, à refléter la société, mais aussi que ces médias ont des responsabilités à l'égard de la société. Et la loi, depuis 1986, qui est la grande loi audiovisuelle que nous mettons en œuvre, n'a cessé de s'enrichir au cours de toutes ces dernières années pour imposer aux médias audiovisuels des obligations en la matière, et notamment une obligation politique générale, je dirais, qui est d'assurer une juste représentation de la société française dans ses différentes composantes. Bien évidemment, au premier chef, l'égalité entre les femmes et les hommes, mais pas seulement. Il y a d'autres domaines, bien évidemment, la juste représentation de la diversité des territoires, la diversité sociale de la société et d'autres composantes. Et pour suivre cette obligation qui pèse sur les médias, nous réalisons tous les ans un baromètre avec une enquête qui est publiée chaque fois en début d'année. C'est un rendez-vous rituel maintenant depuis 10 ans, qui s'est enrichi au fil du temps, qui nous permet d'apprécier, de mesurer les évolutions, et notamment sur le sujet qui nous réunit ce soir. Alors, comme vous l'avez très bien dit dans votre formule, les choses progressent, mais on a encore du chemin à parcourir. Sur la dernière édition, donc celle qu'on a réalisée l'année dernière, on arrivait à un chiffre moyen de 43% de présence féminine dans les grandes émissions, donc bien évidemment journaux d'information, magazines, sur les chaînes de la TNT, donc ce qui est un chiffre qui en soi est plutôt encourageant, c'est-à-dire qu'on se rapproche de la parité, mais on n'est pas encore à la parité. Et surtout, quand on regarde de façon plus fine ces chiffres, on voit bien qu'il y a des domaines sur lesquels il y a encore effectivement des marges de progression importantes. Alors j'en cite quelques-unes. Sur le monde politique, par exemple, sur les invités politiques, on voit que la présence des femmes est encore faible en proportion, puisque grosso modo on est à peu près à un tiers, 30%. Donc on est très loin d'une situation de parité. Le domaine du sport, puisqu'on est ici au Parc des Princes, dans un domaine qui est directement concerné, la place des femmes est très faible. Il y a un collectif de journalistes qui ont travaillé sur le sujet l'année dernière, qui arrivait à un pourcentage de journalistes dans ce domaine qui est très faible, 10%. La question des femmes expertes qui sont présentes sur les plateaux, on a eu une assez bonne illustration pendant la pandémie, alors qui n'est pas que le fait des médias, qui est lié aussi au corps social, tel que la société française est. La majorité des professeurs de médecine sont aujourd'hui des hommes, très, très largement. Les PUPH sont très largement des hommes. Mais enfin, c'est vrai que dans les émissions qui couvraient la pandémie, on voyait beaucoup plus de professeurs de médecine. Et par contre, dès qu'il s'agissait de regarder un côté plus qualitatif, là, on voyait les infirmières, on voyait les aides-soignantes. Vous avez raison, pendant le Covid, les femmes avaient disparu des écrans. Oui, c'était connoté. Donc, on voit bien qu'on a une marge de manœuvre importante à mener. Et puis pour enrichir nos travaux, vous y avez fait allusion aux travaux que vous conduisez au titre de l'association que vous avez évoquée, association à laquelle on est partie prenante, puisqu'on est signataire de la charte que vous évoquez. Et on vous remercie de l'avoir signée. On mène un travail en simultané chaque année avec l'INA, qui a des outils d'intelligence artificielle qui permettent de regarder des volumes de programmes de télévision sur de très longues périodes, sur l'ensemble des chaînes, et de voir la présence des hommes et des femmes. Et l'une des choses qui est très intéressante, c'est qu'on voit à travers leur étude la progression de la place des femmes, mais on voit un différentiel
très fort entre la présence sur les plateaux et le temps de parole des femmes. C'est ce que j'allais dire, parce que 43%, 43% de présence, mais combien de... On a un différentiel de l'ordre de 10 points. Hein, et donc, souvent sur les plateaux, moi j'avoue une chose qui me frappe, puisque maintenant j'y prête tout particulièrement attention dans les fonctions que j'exerce, très souvent les femmes s'expriment moins. On a le phénomène de man interrupting, bien connu sur les chaînes anglo-saxons, de femmes qui sont coupées dans l'expression de leurs propos. Donc là aussi, on voit qu'on a des marges de manœuvre à réaliser. C'est ça, j'avais pour vous interrompre et compléter, donc 43% de femmes à l'antenne, mais 35% du temps de parole. Exactement. C'est vrai que c'est assez peu. Alors avant d'aller plus loin, cher Roch-Olivier, je veux savoir si Sylvie Pierre-Brossette avait des chiffres complémentaires. Vous dirigez le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Peut-être quelques chiffres sur le numérique, la presse écrite, dites-nous un peu. Sur l'audiovisuel, Roch-Olivier a dit absolument l'essentiel. J'ai eu la chance d'être au CSA, qui s'appelait encore le CSA à l'époque, quand on a dû mettre en œuvre la loi qui a permis au CSA de l'époque de veiller à l'image des femmes dans l'audiovisuel. On était parti d'une situation vraiment catastrophique pour arriver à quelque chose d'aujourd'hui honorable, disons. Il y a évidemment toujours des marges de progression, mais c'est honorable. Et je me rappelle les difficultés qu'on a eues pour négocier avec les chaînes, parce que la loi nous demandait d'établir ces nouveaux rapports avec la chaîne en concertation avec elle. Donc j'avais fait 18 réunions pour arriver à un modus vivendi, un mode d'emploi qui maintenant paraît évident, de remplir des grilles sur le nombre de femmes qui passent à l'antenne. Et les mauvais élèves ont fait quelques progrès, mais pas encore tout à fait. Et les bons élèves, j'ai le plaisir de le dire, c'est toujours le service public, France Télévisions et Radio France, qui a un peu tardé, mais qui s'y est mis, et qui monte la moyenne. Donc, dans une des... Deux entreprises dirigées par des femmes, dans un je des le précise. comptages fins de Roch-Olivier, il y a aussi ce léger décalage. Le privé a du retard sur le public et je pense que ça, peu à peu, on rattrapera les choses, mais il y a encore un peu un problème. Et surtout, il existe encore des émissions où on ne voit que des hommes. C'est quand même étonnant, mais ça existe encore. Donc, c'est pour ça, et je vous en parlerai peut-être tout à l'heure, qu'il faudrait Moi, je peut-être conseille des de les obligations. zapper. Hein. Quand je vois que des hommes sur un plateau, Voilà. paf, je zappe, je fais un tweet, je dis zappons. Il faudrait peut-être des obligations un peu plus fines, par type d'émission, par type d'horaire, etc. Je ne sais pas qu'il faut accabler les chaînes, mais dire qu'il peut y avoir quand même une possibilité de sanctions quand vraiment il y a une chaîne dans un type d'émission qui perdure dans le machisme le plus évident. Mais enfin bon, ça ce sera pour l'avenir, on verra. Ce n'est pas l'urgence à mes yeux, parce que franchement ça a fait des progrès et qu'il y a effectivement une régulation. Les deux secteurs où il est à mon avis urgent d'intervenir, d'abord la presse écrite. Et il y a un levier qui est les subventions qui sont données à ce secteur. Alors, je sais bien qu'il y a la sacro-sainte liberté de la presse, mais on disait déjà la liberté sacro-sainte d'expression à la télévision et à la radio. Ça n'a rien empêché du tout qu'il y ait des femmes sur des plateaux. C'est la même chose dans la presse. Il me semble que les chiffres sont préoccupants. C'était notre avant-dernier rapport sur l'état du sexisme. Il n'y a que 30% de journalistes femmes dans la presse généraliste. 100% des postes de direction de direction de la publication sont occupés par les hommes. 100%. 100%. Le traitement du sport n'est fait que par 6% de femmes. La politique, c'est 20%. L'international, 30%. Et l'économie, 32%. Alors, quels sont les leviers pour faire changer ça? Alors, attendez, je ne vous dis pas. Les éditoriaux, c'est 77% des hommes. Voilà. Et le sujet des hommes, à 80%, c'est des sujets qui sont des hommes. Donc, il y a des progrès à faire. Ils ne s'en rendent même pas compte. Alors, ce qu'on aimerait, c'est les faire se compter le nombre de signatures, compter le nombre de sujets traités. Mais après, ils ont un choc. Hein. C'est arrivé dans plusieurs autres pays qu'on fasse ça. Ça commence un petit peu en France, mais il y a quelque chose à faire sur la presse écrite, surtout que le levier, c'est donc les subventions qu'on leur donne. Donc si l'État disait dans les conventions qui nous lient à la presse, il faut qu'il y ait une contrepartie, c'est ce qu'on appelle l'égaconditionnalité.
eh bien, ça pourrait progresser. Et est-ce que c'est une préconisation que le HCE pourrait faire? On l'a déjà faite. On l'a faite l'année dernière. Parlez un peu plus fort peut-être alors. Bah, écoutez, on essaye avec chaque ministre, mais ça a commencé pour certaines choses. Les gars, conditionnalité, qui est une vieille idée du HCE, a commencé au ministère de la Culture sur les subventions qui sont accordées au CNC et au CNM. Il n'y a plus de subventions s'il n'y a pas de procédure mise en place contre le harcèlement sexuel, par exemple. Et on pourrait faire la même chose dans la presse. Mais le sujet qui me préoccupe le plus, c'est le numérique. Là, il n'y a aucune régulation du tout, très peu de leviers, une réticence formidable des GAFA, des plateformes, de tous, à ce qu'il y ait une ingérence dans leur sacro-sainte liberté également. Il y a quand même eu des brèches, puisque sur le terrorisme, on intervient bien, sur les propos haineux et la protection des mineurs, on intervient. Et je souhaite que le rôle de l'Arcom soit de plus en plus élargi, notamment sur l'image des femmes, parce que c'est le lieu de tous les dangers. Nous avons fait 2 études, pas au HCE, mais là on va en faire cette année une très grosse, mais elle a été précédée par une que j'avais faite juste avant de partir au CSA. Je l'ai recommencé à la Fondation des femmes sur YouTube, sur les 200 séquences les plus vues. Écoutez, les résultats étaient catastrophiques. Évidemment, les propos sexistes étaient terriblement nombreux et toujours prononcés à 99% des cas par des hommes. Les 20% des vidéos, les femmes sont totalement sexualisées. 35% des vidéos ont des images dégradantes des femmes. Les stéréotypes, l'homme viril, hyper viril et la femme bimbo sentimentale, c'est 68%. Et les premiers rôles, c'est 62% des hommes. Donc il y a, et puis pire que tout, il y a de la violence. 1/4 des vidéos contiennent des violences verbales ou physiques à l'égard des femmes. Donc c'est un secteur, franchement j'espère beaucoup, Roch-Olivier, qu'on en remettra dans ton assiette, qui mérite... J'en manquais, chère Sylvie. qui manque à la régulation sous une forme ou une autre. Je sais bien qu'il faut que ça se passe au niveau européen, voire mondial, mais il faut mettre un pied dans la porte. Et de même que la France l'a fait pour la taxation des GAFA, nous pourrions très bien, à l'occasion d'une nouvelle loi sur les médias, mettre le pied dans la porte sur la régulation du numérique en ce qui concerne les femmes. C'est en tout cas le vœu du HCE. Vous avez bien raison. Florence, vous aviez peut-être quelque chose à dire sur le numérique également, parce que vous avez remarqué que c'était très dirigé en effet par des hommes aussi. Alors oui, effectivement, nous sommes un jeune média digital féminin vidéo sur les réseaux sociaux, donc qui s'appelle Visible Média. Qui s'appelle Visible et qui entend mettre en visibilité les femmes, leurs idées, leurs contributions, leurs solutions. Effectivement, c'est un terrain qui est préempté, en tout cas pour les jeunes médias, par les hommes, puisque vous savez, évidemment, vous connaissez Brut, qui a été fondé par des hommes et qui a été financé par des hommes. Il y a également Loopsider et puis le dernier né qui s'appelle Néo. Il n'y a pas de femmes. Donc la table ronde précédente évoquait la notion de risque. Eh bien nous sommes 5 femmes de médias et nous avons décidé de prendre notre risque, c'est-à-dire d'aller sur ce terrain du numérique. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui se joue aujourd'hui à travers le numérique ? C'est déjà à qui on parle. C'est-à-dire que les médias traditionnels, aujourd'hui, passent à une classe d'âge qui est plus âgée. Nous, on s'est dit, il faut aller là aussi où la jeunesse va chercher de l'information, quand c'est de l'information, ou en tout cas quand elle va chercher du contenu. Et donc, après, un média, c'est une caisse de résonance, une chambre d'écho du monde. Donc, c'est là où le monde est représenté. Donc, si on n'est que sur un terrain occupé par le masculin, eh bien, on va percuter et reproduire les biais des sujets. Donc Sylvie, effectivement, vous parlez quand même de la télé-réalité, etc., de ces vidéos qui sont largement partagées, mais qui fabrique effectivement ces vidéos, qui les laisse faire, qui fabrique les programmes, ça c'est un sujet. Donc nous, on se positionne effectivement sur le numérique en se disant qu'il faut que les femmes soient présentes, il faut qu'elles soient dirigeantes, il faut qu'elles fondent des médias, parce que qu'est-ce qui se joue là ? C'est une complémentarité dans la représentation du monde. Nous, on n'est pas opposés à ce que la proposition masculine. En revanche, on dit il faut absolument enrichir le flot de contenu et d'images avec des contenus qui sont différents et qui sont des sujets qui nous intéressent évidemment beaucoup.
Et on le voit bien, et je vais donner après la parole à Sybille Veil, dès que la hiérarchie est composée de femmes, la vision du monde et la société changent, et le regard porté, notamment sur les médias, change aussi. Mais avant de vous donner la parole, chère Sybille, une petite question un peu provocatrice pour chacun d'entre vous. Je voudrais savoir, quand vous regardez les médias, ce qui vous met le plus en colère lorsque vous constatez qu'il n'y a pas la parité. Je vais commencer par vous, Justine Planchon. Qu'est-ce qui vous met le plus en colère? Comme ça. Il y a énormément de choses qui me mettent en colère. Allons-y. Mais une chose en particulier, le fait que les dirigeants de médias, des diffuseurs aux producteurs, soient incarnés essentiellement par des hommes et que voilà, on soit peu à présider, à diriger ces entreprises-là. Je crois qu'il y a 4 femmes qui dirigent aujourd'hui les grosses entreprises de production audiovisuelle, hein, c'est vrai. Et on ne parlera pas de certaines chaînes dirigées par les mêmes dirigeants depuis des années, on n'en parlera pas. Florence, vous, qu'est-ce qui vous met le plus en colère ? Alors, ce qui me met en colère aujourd'hui, c'est que nous sommes face à une crise environnementale majeure, à une crise de la démocratie majeure. Il y a moins de démocratie que de régime autoritaire aujourd'hui, et nous sommes face à une crise de société très importante. Donc, il faut qu'on agisse de manière collective. Si on se prive de l'intelligence des femmes, et c'est ça qui nous intéresse, eh bien, on se prive de la moitié de la solution. Donc, je ressens une frustration de ce point de vue, parce qu'il y a des trésors d'invention, d'inventivité, de créativité, de solutions qui sont portées par les femmes qui ne sont pas assez publiques. Merci. Roch-Olivier, qu'est-ce qui vous met en colère? Est-ce que vous êtes un homme à vous mettre en colère devant votre télé ou quand vous voyez des injustices comme ça, des inégalités? Ça peut m'arriver, même si je suis plutôt mesuré de tempérament. Non, dans les choses qui m'ont frappé alors récemment, c'est par rapport à la politique. Parce que sur la politique, on a parcouru quand même beaucoup de chemin grâce à la loi, en réalité, par les obligations législatives et les quotas. C'est comme ça qu'on arrive petit à petit à faire bouger les choses. Et je vois que malgré ça, j'ai été très frappé par rapport aux élections législatives, dans la présentation récente quand même d'une formation de la majorité qui s'appelle Ensemble, qui rassemble plusieurs groupes de la majorité, de ne voir que des hommes lors de cette présentation, entre Édouard Philippe, François Bayrou, on pourrait en citer d'autres, et du côté de la gauche sur le mouvement NUPES, exclusivement des hommes également sur le plateau. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans l'état actuel de la société, voir ça, voir une de titres de presse comme on l'avait eu pendant la pandémie, Sylvie, tu te souviens, sur Le Parisien, le monde d'après, c'est ça? Exclusivement masculine, c'est quelque chose. Ça fait partie des choses qui ne sont plus acceptables aujourd'hui. Y compris un homme. Vous avez raison. Merci, Roch-Olivier. Sybille, vous, qu'est-ce qui vous met en colère sur le manque de parité dans les médias? Alors, moi, ce qui me met en colère, c'est qu'on soit encore obligé d'en faire un sujet, de devoir se réunir pour en parler et qu'on soit obligé d'avoir un suivi, un comptage des chiffres, parce que ça ne se fait pas naturellement. Moi, je voudrais dire que moi, j'appartiens à une génération qui est arrivée après la conquête des droits, après les grandes conquêtes juridiques. Donc, une génération qui pensait, comme plusieurs d'entre vous, j'espère en tout cas, que les choses devaient aller d'elles-mêmes vers l'égalité. Or, en fait, on se rend compte qu'on a beaucoup de mal à être dans les faits, dans une égalité réelle. On a eu des chiffres très éloquents qui ont été donnés par Sylvie Pierre Brossolette, par Roch-Olivier Mestre. On les connaît tous, on les voit. Je pense que aujourd'hui, les choses ont bougé ces dernières années parce qu'il y avait une pression, parce qu'il y avait des chiffres. Moi, je l'ai vu en 2018 quand j'ai pris les fonctions de présidente de Radio France, j'ai fixé un objectif de parité sur les antennes. C'est dur à tenir, c'est chaque mois on fait un suivi et au moment de la pandémie, on a arrêté de suivre et ça a plongé. Ça a plongé pour les raisons qu'a expliqué le président de l'Arcom, parce que les responsables de l'époque étaient plutôt des hommes dans les différents secteurs, médical, politique. Ça a plongé aussi, moi je le vois en interne, parce qu'on a arrêté de suivre. Et malgré votre vigilance, il a fallu une faiblesse. Parce qu'on était dans l'urgence, donc le quotidien, l'urgence reprend ses droits. Et ce que je constate, c'est que quand on ne suit pas, quand on ne compte pas, ça s'arrête. Or, je le vois chez moi, on a la chance à Radio France d'avoir des femmes de grands talents qui dirigent des chaînes. À France Inter, Laurence Bloch, à France Culture, une Sandrine Trainer, qui ont compris que pour réussir aujourd'hui,
à être le miroir de la société, à intéresser les femmes aussi qui vous écoutent, il faut avoir des antennes qui représentent la société telle qu'elle est. Ça concerne la parité, ça concerne d'autres formes de diversité aussi, qui l'ont compris, qui ont mis à 8 heures dans le journal le plus écouté de France une femme, Florence Paracuelos, qui ont mis sur l'émission économique de France Inter une femme, Alexandra Ben Saïd, qui ont mis dans la matinale, la première de France, une femme à côté du présentateur homme, qui est Les Salamé. Je pourrais multiplier les exemples. Cette chaîne aujourd'hui est celle sur laquelle il y a le plus de temps de parole, donc pas de présence de femmes, mais même de temps de parole, ce qui est le meilleur indicateur. 43% de temps de parole consacré aux femmes, et c'est une chaîne qui est restée. Je pense que les deux sont liés. Et je pense que quand on commence à comprendre que la diversité, c'est la meilleure manière aussi d'être le miroir de la société et de la représenter, on comprend aussi voilà, que c'est une chance, que c'est un atout, et je pense que c'est important de le comprendre, et j'espère que cette prise de conscience existera, qu'on ne devra plus en passer par des quotas d'essuie, parce qu'aujourd'hui, si on ne le fait pas, et je remercie l'ARCOM de le faire chaque année en ce sens, parce que ça oblige toute la chaîne derrière à bouger. En tout cas, bravo pour votre action. Bravo aussi à Delphine Ernaud de Service Public qui fait beaucoup aussi pour les femmes. Avant de donner la parole à Justine qui voudrait parler justement de la diversité, Sylvie, vous, qu'est-ce qui vous met en colère? Alors, je vais vous dire franchement, ce qui me met un peu beaucoup en colère et très très en colère. Alors, un peu en colère, beaucoup en colère, mais ce que heureusement je ne regarde pas souvent, c'est encore les émissions de télé-réalité. De voir que ces personnages masculins ou féminins peuvent encore être des rôles modèles pour les jeunes générations qui regardent ces programmes, et pas que les plus jeunes d'ailleurs, ça me paraît incroyable, désagréable, révoltant de voir que ces femmes qui sont des espèces de bimbos qui ne pensent qu'à la séduction, et les hommes qui sont des boules de muscles qui ne pensent qu'à séduire aussi ou à montrer leur violence. Bon, heureusement, il y a la régulation, ils vont pas trop loin, on a pu négocier un peu avec eux, mais enfin, c'est quand même un gigantesque stéréotype en soi, ces émissions. Mais alors, ce qui me met vraiment en colère et qui m'inquiète, et là, c'est pas à la télé, bien sûr, c'est le porno. Je pense que nous avons devant nous vraiment une marée d'émissions porno qui arrivent, que malheureusement, comme l'éducation nationale ne fait pas son boulot, les jeunes vont à 9-10 ans regarder le porno pour se renseigner, alors qu'il devrait y avoir une éducation sexuelle à la vie sexuelle et affective faite par l'école qui n'est pas dispensée, qu'une génération de jeunes est beaucoup plus violente que ses aînés. Dans notre dernier C'est un porno baromètre, très violent à l'égard des oui, femmes. Hein, dans notre dernier baromètre, le dernier et le premier d'ailleurs, parce qu'on a réussi à sortir un baromètre sur l'état du sexisme en France, une énorme enquête, qui révélait que jamais les jeunes et les moins jeunes n'avaient été aussi convaincus qu'il fallait lutter contre le sexisme et les violences contre les femmes, mais que les pratiques subsistent et que ceux qui pratiquaient le plus les violences et qui étaient peu choqués par une gifle faite aux femmes ou par ou le nombre de femmes violées, c'est plus chez les jeunes que chez les moins jeunes. Et c'est une génération qui a été élevée dans le porno et pour qui les rôles modèles, c'est normal d'être violent et pour les femmes d'accepter des hommes violents. Donc moi, c'est ce qui m'inquiète le plus pour la suite, parce qu'on a beau faire des progrès à la télé, à la radio, dans les films, dans les stéréotypes, dans les comportements généraux, de mettre des quotas et tout ce qu'on veut, si les stéréotypes de femmes diminuées, dégradées et d'hommes violents courent sur les smartphones, eh bien, on aura beaucoup de mal à rattraper toute une génération. Et elle est paradoxale, et on va en parler avec Justine, elle est paradoxale, cette jeune génération, parce que dans un rapport du HCE que j'ai dévoré, 74% des jeunes femmes et 54% des garçons pensent qu'il y a beaucoup à faire, mais malgré tout, voilà, il y a des comportements comme ça. Alors, j'aimerais donner la parole à Justine Planchon, qui dirige le groupe Media One, Media One Prod. Vous misez justement sur cette jeune génération dont on voit les paradoxes pour changer un petit peu la vision des femmes dans les médias. On mise sur la jeune génération et moi j'engage en fait les dirigeants aussi à intégrer ces jeunes générations qui ont elles-mêmes intégré la parité. C'est super intéressant de voir que les plus anciennes générations, et je me compte dedans, n'ont pas totalement intégré la parité comme étant une évidence, et que ces jeunes générations qui arrivent, voilà, des jeunes de 20 ans, de 25 ans, pour eux, la parité, c'est une évidence, c'est quelque chose
qui est acquis. Alors, c'est pas pour autant que le débat ne reste pas fragile et que la situation ne l'est pas. Et néanmoins, je pense que nous, dirigeants, on doit aussi adresser les choses à cette jeune génération qu'on doit faire rentrer chez nous. Voilà. Et au sein de Media One Prod, vous avez une politique active là-dessus? Comment ça se passe? Parce que vous mettez des femmes à l'antenne, vous, pas mal quand même. Bah oui. On met Peut-être des femmes à les l'antenne citer. et pas dans de la télé-réalité. Oui, on met des femmes à l'antenne. On a été les premiers à mettre une femme à l'antenne en access prime time avec C'est à vous. Les femmes occupent des rôles importants, des femmes journalistes, Caroline Roux avec C'est dans l'air, Mélanie Taravant avec C'est-à-dire. Pour nous, les femmes ne sont pas des remplaçantes. Je reviens au sujet. Pour nous, les femmes ne sont pas des remplaçantes et plus encore, on est à 63% de femmes dans les équipes de Media One Prod. J'en suis très fière. Notre comité exécutif est totalement paritaire. Bravo. Oui, bravo, mais en fait, c'est pas gagné. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher les choses, que ces tribunes-là, ces tables rondes sont importantes. C'est dommage, il n'y a pas beaucoup d'hommes dans la tribune. Je suis arrivée, c'est le... Mais il y a voilà, Roland Garros, ils sont devant Roland Garros. Ouais, on devrait mais, couper Roland Garros pendant qu'on parle. Non, mais en fait, quand je suis arrivée ici, et je veux le dire, je trouve que c'est absolument génial. L'organisation est top et tout. Mais je regardais dans les tribunes et je me disais, mince, où sont-ils? On a besoin de ces hommes-là aussi pour faire changer les choses. Et je le dis, Media One a été fondé par 3 hommes. Et pour autant, j'ai eu effectivement le privilège, la chance de pouvoir prendre la présidence de Media One Prod. Donc on a aussi besoin des hommes. Eh bien, bravo. Alors, avant que vous réagissiez, je veux donner moi aussi 2-3 chiffres malheureusement éloquents qui viennent de nos études PFDM. On a fait une étude sur la fiction en télé, en access et en prime time. 16% de réalisatrices, 23% de scénaristes, 5% de compositrices de musique de film. Je vous épargne la suite, c'est aussi déprimant. Donc, il y a aussi à faire. Roch-Olivier, vous voulez dire quelque chose? Oui, deux, trois choses. D'abord, pour souligner qu'on a une particularité dans notre paysage audiovisuel, c'est le service public. Sylvie l'a dit à juste titre, puisqu'on a 3 présidentes, on en a même eu 4 pendant assez longtemps, puisque Véronique est là à diriger Arte jusqu'à une période encore récente, et que c'est certainement un élément aussi de dynamique dans l'évolution du paysage sur la place des femmes. En même temps, du côté des entreprises privées, les choses sont aussi en mouvement, parce qu'il y a des phénomènes de génération quand même, vous avez raison de le souligner. Mais Sybille disait quelque chose de très juste, c'est que c'est un point d'attention de tous les instants. Quand je parle avec des dirigeants d'entreprise, je pensais à une conversation récente avec Maxime Saada pour Canal+, qui me faisait cette remarque en me disant: dès qu'on se relâche dans l'attention sur la composition de son comité directeur, à l'occasion d'une nomination, pour une raison ou une autre, on est amené à nommer un homme, tout d'un coup la situation se déséquilibre. C'est une vigilance de chaque instant. Et de ce point de vue-là, avoir des rendez-vous comme celui-là, avoir le rendez-vous que nous avons tous les ans, nous, avec les médias, au moment de la sortie du baromètre, avec ce dialogue qu'on a chaque année avec chacune des On entreprises. parlait de dialogue, mais est-ce que le name and shame, c'est-à-dire est-ce Oui, que le mais fait ça en d'être fait désigné partie, les ça fait en fait réagir partie. un peu? Ça en fait partie. Tous les ans, à la même époque, on sait que devant les médias, on va donner le résultat du baromètre et bien évidemment, on va dire ce qui se passe dans chacune des entreprises. Donc ce type de rendez-vous est bien évidemment important pour faire bouger les choses. Pas uniquement, mais c'est important. Alors, Et Sylvie, dernier point sur le porno, je voulais rappeler, mais Sylvie le sait, que la loi sur les violences conjugales d'août 2020 a introduit un article de loi pour aller vers la protection des mineurs, des moins de 18 ans, sur l'accès de ces sites, qui nous donne une nouvelle compétence qu'on est en train de déployer. Donc on a mis en demeure déjà plusieurs sites. Le tribunal judiciaire de Paris est saisi sur plusieurs sites pour la question de la mise en place d'un portail qui permet de s'assurer effectivement que la personne qui se connecte est majeure. Donc il y a un début de dispositif. Et enfin, la régulation numérique que tu évoques, elle est en train de franchir quand même un pas en Europe avec ce nouveau règlement européen, le Digital Services Act, qui a été porté notamment par le commissaire Breton, qui vient d'être adopté sous la présidence française, qui n'est pas l'alpha et l'oméga, mais qui est quand même un premier modèle de régulation des grandes plateformes, qui, je l'espère, comme le RGPD pour la protection des données, fera jurisprudence. on va en parler après dans les solutions à venir rapidement. Sylvie, allez-y. Heureusement, les brèches existent, elles ne demandent qu'à s'élargir, j'espère.
Sur l'audiovisuel, je souhaitais simplement que, au-delà du name and shame annuel des rapports remis, il y ait une mention dans la loi d'une obligation de progression. Voilà, donc vous voulez faire inscrire dans la prochaine loi S'il y audiovisuelle. en a une, parce que Il y en aura une un jour ou l'autre, de toute un façon. jour ou l'autre, Il y en a toujours une, à chaque Obligation de législature, il y en a progression. une. d'une obligation de progression, quel que soit le point de départ, mais qu'on puisse constater chaque année une progression vers la parité. Qu'est-ce que vous en pensez, Sybille, Florence et Alors moi j'aimerais Justine comprendre, puisque sur le service public, on voit l'action formidable qui est conduite par Delphine Ernotte, par vous-même, et on a vu l'impact sur les programmes directement, puisque c'est ce que le public reçoit. Pourquoi est-il si difficile d'avoir un meilleur équilibre femmes-hommes dans les groupes privés? Parce que le JDD, par exemple, parce que Europe 1, parce que RTL, parce que M6, parce que TF1, on voit bien que ce sont quand même des directions 100% ou 98% masculines. Donc pourquoi ça fonctionne? Lorsqu'il y a une volonté, on voit bien que ça fonctionne. S'il y a une volonté de votre part, pourquoi il n'y a pas une mise en action sur le privé? Globalement, quand même, comme je le disais, les choses ont bougé sur les 10 dernières années. Le taux sur la place des femmes dans les médias a quand même progressé de façon tout à fait significative. Mais la raison est celle que vous évoquiez tout à l'heure, c'est vrai que d'avoir des femmes dirigeantes des entreprises. Mais est-ce que vous pouvez l'obtenir dans le privé? Est-ce qu'il faut des quotas dans le privé? Moi, je suis journaliste, donc je pose les questions. L'ARCOM a compétence pour nommer les dirigeants des entreprises de l'audiovisuel public et veille à ce critère. On ne nomme pas encore les dirigeants d'entreprises privées. Mais quand vous les voyez en B2B, il n'y a pas moyen quand même de leur dire, écoutez, quand même, c'est pas Si, acceptable. non, mais comme je le disais quand même tout à l'heure, c'est une génération de managers qui se renouvelle d'abord. Pas tout à fait non Pas plus. complètement, tous. mais ça finira par se produire. Il faut attendre encore Un combien moment de temps, à un dites-nous? moment ou à un autre. Et les choses commencent à bouger un peu. Voilà. Et on parlait de télé-réalité, de représentation des femmes, des expertes et des experts. En fait, nous, producteurs, pour le coup, si on ne nomme pas des femmes à la tête des sociétés de production, les contenus resteront les mêmes. Une femme productrice adresse les choses différemment d'un homme producteur. Et comme il y a plus d'hommes producteurs, on se retrouve avec des contenus, effectivement, avec des stéréotypes. Donc, j'engage toutes les femmes qui sont ici à venir postuler pour devenir productrices, parce que c'est important, en fait, de prendre à un moment donné à bras le cœur et à bras le corps les contenus pour les fabriquer et adresser les choses différemment. Bien sûr. Après, il y a la logique de l'argent. Ces émissions sont là pour faire du cash pour certaines C'est chaînes. vrai. Et il faut le dire. Et que la grande excuse, c'est de dire oui, mais si on ne les passe pas là, ça passera sur le numérique en pire. C'est pas complètement faux. Mais c'est vrai que c'est désolant que dans un secteur régulé, sur la TNT, il puisse encore y avoir des émissions comme ça. Mais quand je disais une obligation de progresser, ça permettra aux traînards de devoir progresser. Parce que la loi nous a permis d'imposer effectivement cette photographie chaque année, mais il n'y a pas de sanction possible sur les traînards. On peut juste dire, écoutez, c'est nul, vos auditeurs vont quand même finir par râler ou se détourner de vous, mais il n'y a pas d'obligation. Moi, je préférais qu'il puisse y avoir une obligation et une éventuelle sanction. C'est pas que je suis pas une maniaque de la sanction, mais malheureusement, Mais c'est j'ai ce qui remarqué marche. qu'avec le bâton, ça marche. Quand nous avons au CSA fait condamner 2 chaînes, une de télé, une de radio, disons-le honnêtement, Hanouna et Koué, pour des propos et des attitudes dégradantes vis-à-vis des femmes, ça s'est calmé. Donc, c'était plusieurs bien. millions d'euros. Bon, voilà. Donc, je pense que quelquefois, une obligation peut être utile, de même les quotas. Mais c'est pour ça que... Mais cela dit, c'est pas l'urgence n'est pas dans l'audiovisuel, c'est quand même le numérique. Là, on n'a pas toujours le temps de regarder les horreurs qui y passent, mais c'est abominable. Et malheureusement, les jeunes cerveaux regardent ça en priorité. Mais c'est plus la télé qui regarde. C'est mondial, donc c'est difficile de réguler, puisqu'il peut pas Oui, y avoir non, une mais régulation nationale sur un Roch-Olivier outil notait mondial. les premières brèches, effectivement, le Digital Act, après la directive SMA, à chaque fois on grappille un petit peu de compétences, tout ça va à l'ARCOM, qui, les malheureux, n'ont pas toujours les moyens qui suivent, et sur le porno, on a beau mettre 5 sites devant la justice, il y en a 50 autres à côté qui poussent, enfin c'est terriblement compliqué, et d'empêcher un jeune de regarder le portable de son grand frère qui a 18 ans, essayez toujours. C'est vrai. Alors, je voudrais qu'on revienne sur Sybille Veil. Il n'y a pas de porno sur votre chaîne et ni de télé-réalité. Dieu merci. Vous, comment, alors, à part nommer des femmes, comment vous agissez aussi? Vous m'expliquez, quand on préparait ce débat, je reviens un peu notamment au sport, puisqu'on est au Parc des Princes, que vous veniez de nommer
une responsable des sports à la tête de vos antennes. Expliquez-moi. Alors, comme on est dans une enceinte sportive, effectivement, je pense que c'est un secteur, le sport, où on sait que la question se pose. D'autant qu'on est à 2 ans des JO et qu'il va falloir que ça bouge un peu. On est à 2 ans des JO et effectivement, j'ai nommé l'été dernier à la direction des sports de Radio France une femme, Nathalie Yanetta, qui était une figure grande professionnelle et que j'ai nommée quelques temps après qu'il y ait eu un documentaire d'ailleurs de Canal+, qui pointait justement toute la difficulté que peuvent éprouver les femmes à avoir. Alors comment ça a été accueilli, pardon de vous couper, en interne, de nommer une femme à la direction des sports, comment ça a été accueilli en interne? Est-ce qu'il y a eu des frictions, des gens qui ont un peu râlé? C'était un peu le précaré des hommes quand même, cette fonction jusqu'à présent. Ça a eu des effets très bénéfiques. D'une part, on avait effectivement des questions qui se posaient en interne, parce que je pense que dans toutes les entreprises aujourd'hui, on doit non seulement sur l'antenne être exemplaire, mais aussi dans la gestion interne, dans les rapports humains, dans les équipes, être très vigilant sur ce qui s'y passe. Donc je pense que c'est un sujet de ressources humaines dans chaque entreprise. Et je pense qu'avoir des femmes qui sont la tête d'équipe, ça aussi offre des modes de management qui sont différents. Donc je suis très heureuse que ce soit une femme aujourd'hui qui soit la tête de la direction des sports et qui manage une équipe qui était en effet plutôt très masculine quand elle est arrivée. Là où je vois un effet aussi, mais tout à fait immédiat, c'est que cette année, pour la première fois, on va couvrir le Tour de France. Il y a un Tour de France non seulement masculin de cyclisme, mais aussi un Tour de France féminin. Ça sera une grande première, puisque jusqu'à présent, peu avaient voulu prendre le risque de couvrir un Tour de France féminin, bravo, craignant que les audiences ne suivent pas et ne soient pas là derrière. Voilà, donc je pense que c'est important de dire que voilà, il y a des choses qui progressent, que souvent ça progresse parce qu'il y a des prises de conscience, qu'elles sont encore beaucoup trop souvent portées par les femmes. Mais je pense, comme Justine Planchon, que les jeunes générations, les plus jeunes, ceux qui ont 20 ans, ceux qui s'intéressent aux questions d'environnement, aux questions de diversité dans la société, pour eux, ça paraît une évidence. Et les chaînes qui veulent aujourd'hui rajeunir leur audience, qui s'intéressent au fait que il faut qu'ils s'adressent à tous les âges, toutes les catégories de la population, ils seront obligés de passer par là aussi, parce qu'on n'a pas le choix. Si on veut intéresser les plus jeunes générations, il faut prendre à bras-le-corps ces questions-là aussi. Ça passe encore par des nominations de femmes, mais je pense que dans quelques années, ça ne passera plus par des nominations de femmes. Espérons, espérons. Est-ce que vous avez... Le temps passe vite, je suis le maître des horloges, il va falloir qu'on libère l'espace et la scène. J'ai un petit truc à dire. Oui, j'allais vous donner la parole, Justine. On fait des métiers effectivement très créatifs, et puis ensuite il y a tout l'aspect technique de ces métiers, et qui, dans la production de flux, ces métiers techniques sont incarnés par des hommes. Bien sûr. Les réalisateurs d'émissions de télévision sont donc des réalisateurs. Il y a 3 femmes réalisatrices pour toutes les émissions de flux, France Télé, TF1, M6. Vous en cherchez, du coup, vous en manquez? Comment ça se passe? Alors, c'est terrible ce que vous dites. On en cherche, évidemment qu'on en cherche, mais quand on les cherche, on les trouve pas. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas été formées. Et on a lancé avec Media One et le Media Club L et France Télévisions un mentoring. On a été chercher ces femmes et on leur a dit, venez chez nous, on va vous mentorer, on va vous aider, vous accompagner. Et on a produit une émission pour France 2 qui s'appelle Sur le fil. 99% des équipes techniques étaient des femmes. Et l'émission est absolument géniale. Elle sera diffusée très bientôt sur France Télé. Ce que je veux dire, quand il y a des femmes derrière, quand il y a des femmes devant, quand il y a des femmes dans les métiers techniques, ça marche, c'est vachement bien. Bon, et ben nous allons, merci, finir sur cette note positive. Merci. Je me permets une dernière remarque. Je trouve qu'il y a encore un petit plafond de verre sur l'âge des femmes à l'antenne. Toujours de très jolies femmes et des hommes de quinca et sexa. Peut-être que là aussi, il faut que ça change. Françoise Giroud disait l'égalité, c'est quand il y aura une femme incompétente à un poste important. Moi, je dirais aussi que ce sera quand il y aura une femme aussi moche que Léon Zitrone, paix à son âme, à l'antenne. Merci pour vous.